Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. L'actualité est très lourde ce vendredi, mais on va commencer quand même avec une bonne nouvelle pour vous. Félicitations, puisque depuis la sortie de votre ouvrage le 25 octobre dernier, Mémoricide, votre livre est numéro 1 des ventes. C'est-à-dire que sur la semaine du 21 au 27 octobre, en 48 heures, vous avez réussi à vous hisser à la première place du classement en essai et doc, Philippe de Villiers. Donc félicitations. Il faut remercier les Français, les lecteurs et les futurs lecteurs qui cherchent à répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi ça va si mal ? Pourquoi on est sur le point de disparaître ? Et la deuxième question, c'est comment faire pour ne pas disparaître ? Et c'est la partie sur la mémoire salvatrice de mon livre que je crois la plus importante, la plus novatrice. Et on y reviendra dans cette émission. Philippe de Villiers, une actualité s'impose à nous aujourd'hui. C'est la guerre contre la drogue en France. Philippe de Villiers, règlement de compte dramatique à Poitiers. Un lourd bilan, au moins 5 blessés, dont des adolescents. Un adolescent est d'ailleurs entre la vie et la mort. Et des coups de feu entre bandes rivales. Et puis à Rennes, où la drogue a gangréné la ville. Je vous propose non pas d'écouter des responsables politiques qu'on a pu entendre toutes ces dernières années, mais d'écouter le témoignage de Françaises. Et c'est très rare quand les personnes qui subissent le trafic de drogue parlent à visage découvert. Écoutons ça. Je suis arrivée, j'avais 13 mois, j'en ai 58 actuellement. Et depuis une quinzaine, 10-15 ans, c'est catastrophique. Le quartier, ça va pas bien. La drogue est arrivée. On vit sur la peur. On va plus. Moi, personnellement, je vais plus au centre commercial de Brochette parce que j'ai peur. Moi, j'ai 2 jeunes qui sont tombés dedans, dans ça, qui fument du hashish, qui vont régulièrement. Ils ont même des applications qui leur disent où sont sur Rennes, où sont les points de vente. Et les petits dealers ou les points de vente, en fin de compte, c'est que des pions. Donc après, il faut aller voir plus haut. Il faut vraiment attaquer le réseau à sa source, quoi. Vous dire ça là maintenant, en réel, on n'est pas à l'abri d'avoir des représailles. Parce que le fait de faire ça, là, on ne sait pas qui c'est qui est dans un coin là, qui va qui peut nous faire des représailles parce qu'on a trop parlé, parce qu'on a dit non, il faut que ça s'arrête. Geoffroy Lejeune. Philippe, que vous inspirent les témoignages que vous venez d'entendre et quelle analyse faites-vous de cette situation dramatique ? Ce qui s'est passé à Poitiers et à Rennes semble indiquer plusieurs changements. On franchit plusieurs crans. Le premier changement auquel je suis sensible en tant qu'homme de l'Ouest, comme le ministre de l'Intérieur, c'est que c'était impensable pour nous dans l'Ouest. Donc c'est un changement de territoire. Poitiers, la douceur poitevine, la douceur angevine. Quand j'étais petit, on allait à Rennes voir le stade rennais avec mon père en partant à Saint-Malo. Quand on allait à Nantes, au stade Malakoff, puis à Marcel-Sopin, il n'y avait aucun problème. On fermait même pas la voiture à clé. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tâche s'étend, la tâche de sang. Et les hordes se déplacent. Mais j'ai tendance à penser qu'elles se déplacent même plus. C'est que maintenant, c'est comme les centres Leclerc. Pardon pour la comparaison, pour Michel-Édouard Leclerc, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des centres Leclerc partout et que vous avez aujourd'hui des centres de dealers partout. Deuxième changement, le changement d'échelle. On a parlé, on a bien entendu, 600 malfrats à Poitiers. 600. Les uns contre les autres. Donc on a l'impression de revivre la bataille de Vouillers en 507 avec Clovis contre Alaric. Là, on est dans la guerre, là. En tout cas, dans la guérilla. C'est plus des petites bandes, même à Marseille. Avant, on se disait, oui, mais c'est Marseille. Oui, mais c'est Grenoble.
Maintenant, c'est l'Ouest. Et en plus, des bandes 300 contre 300. Et enfin, changement de sémantique. C'est ça qui me frappe le plus. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui parle comme Sarko. On va passer au Karcher. Il utilise 2 mots qui, dans la bouche d'un ministre, sont nouveaux, puisés sans doute dans le rapport du Sénat, qui était remarquable sur la drogue, dont on avait parlé ici, et puisés aussi dans la sémantique des juges de Marseille, qui disaient on est peut-être en train de perdre la guerre. Il utilise 2 mots, mexicanisation. Mexicanisation, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État lui-même est infiltré. C'est ça la mexicanisation. Donc qu'est-ce qu'on va découvrir dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent? Ça fait peur. Et ensuite, narco racaille, il y va. Il dit les choses. Alors maintenant, que faire? Je voudrais être, comment dirais-je, d'une pédagogie simpliste pour que tout le monde comprenne. D'abord, il faudrait arrêter la marchandise. Ça s'appelle le tarissement de la marchandise. Tous les policiers le savent. Et arrêter la marchandise, quand vous avez des pays qui ont légalisé le cannabis récréatif comme en Allemagne, ou qui ont légalisé la drogue comme les Pays-Bas, et que vous n'avez plus de frontières, et que vous avez la cocaïne qui arrive de Bolivie ou du Maroc à Rotterdam et à Anvers, il faut rétablir les frontières. Donc sortir de Schengen. Qui le fera? Qui le dira? Même le ministre de l'Intérieur, pourtant il ose là. Mais là-dessus, là, on est sur l'arche d'alliance, là. C'est sacro-saint. Donc si on veut résoudre les problèmes de la drogue en France, il faut le tarissement. Et donc le tarissement passe par la frontière. Je l'ai dit, je le répète. Qui osera? Est-ce qu'il y a un homme politique en France aujourd'hui qui est capable de dire il faut sortir de Schengen? Parce que tant qu'on sera dans Schengen, un pays, comme disait Régis Debray, un pays qui n'a plus de compteur et qui n'a plus de contour, finit par mourir. Et deuxièmement, il faut aller chercher les armes. Donc il faut des perquisitions. Donc il faut des moyens qu'on n'a pas. Ce qui est très frappant, c'est que les policiers, quand ils s'expriment sur CNews, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne joue plus dans la même catégorie. Nous, on est en Ligue 2, ils sont en Ligue 1. C'est-à-dire, en d'autres termes, le rapport de force est déséquilibré. Ils ont des armes qu'on n'a pas. Ils ont des moyens qu'on n'a pas, et en plus de nous, on est corseté par le droit, par l'Europe. Il y a un policier qui disait tout à l'heure, nous, on n'a plus le droit de faire des gardes à vue à la vidéo. On est obligé de mettre des gens donc, qui ne seront pas dans la rue pour protéger la population. Donc la seule solution, il y a un arsenal. Il parlait d'arsenal, le ministre de l'Intérieur. Il y a un arsenal qui est dans la Constitution. Il y a l'état de siège et l'état d'urgence. On a fait l'état d'urgence sanitaire. On pourrait faire un état d'urgence sécuritaire. Qu'est-ce que ça permettrait, l'état d'urgence? Comme je me souviens en 2005 avec Villepin, etc. L'état d'urgence, ça permettrait les perquisitions. Ça permettrait de donner aux policiers, voire à l'armée, les moyens nécessaires pour rééquilibrer le rapport de force. Et ce que je dis là, retenez-le, vous verrez que dans quelques mois, il n'y aura pas d'autre solution. Vous souhaitez également, Philippe de Villiers, parler et de revenir très précisément sur un autre sujet, revenir à 70 ans en arrière. Le 1er novembre 1954 commença la guerre d'Algérie qui allait opposer l'armée française au Front de libération nationale. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute une archive, fruit d'un reportage aux 20h de France 2. On est en 2004, soit 50 ans, après la Toussaint Rouge. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Des dépôts de carburant, des postes de gendarmerie attaqués. Au total, plus de 30 attentats frappent l'Algérie en ce 1er novembre 1954. C'est la Toussaint Rouge. Bilan, 7 morts et une première victime civile, un instituteur de 24 ans.
À l'époque, on ne parle pas encore de guerre, mais d'événements. Pour le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, dépêché sur place, il s'agit de punir les hors-la-loi. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas. Mais nous châtierons d'une manière implacable. Aucune mention n'est faite alors du FLN, qui vient pourtant de signer là son acte fondateur. Geoffroy Lejeune. Philippe, est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît, ce que les historiens ont appelé la Toussaint rouge? Alors, je ne peux pas vous raconter la Toussaint rouge, parce que je ne suis pas historien, mais je peux vous raconter un fait historique qui m'a frappé. Moi, j'avais 6 ans, hein, mais ça s'est passé, les répercussions tout près de chez moi. Alors, la Toussaint rouge, c'est que c'est une fête nationale. Aujourd'hui, en Algérie. Et c'est une fête nationale parce que le 1er novembre 1954, c'est le début de la rébellion algérienne contre la France, contre la métropole à l'époque. Et c'est la naissance du Front de Libération Nationale, le fameux FLN. Et alors on a le ministre de l'Intérieur, on vient de le voir, qui dit, en tapant du poing sur le lutrin, « L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra jamais aucune autre autorité que la sienne. » Mitterrand. Et toute la France applaudit et se dit, on a un ministre de l'Intérieur. Oui. Enfin, qui dit les choses. Et on a un président du Conseil qui en rajoute. Et qui dit, jamais on ne pourra transiger sur ce qui contribue à la paix de la nation et aussi à l'unité et à l'intégrité de la République. On connaît la suite. La trahison, l'abandon des pieds noirs, des harkis par la classe politique française et qui a laissé salir l'armée qui avait gagné la bataille d'Alger. Mais ce que je veux vous raconter là, c'est ce qu'on vient de voir, parce que ça m'a rappelé un souvenir. Tout près de chez moi, à Limoges, il y a une foule considérable qui se masse, qui se presse devant l'église, où on enterre un jeune instituteur de 22 ans qui s'appelle Guy Monroe. Guy Monroe, il était allé en Algérie et il s'est trouvé pris dans le guet-apens de la Toussaint rouge. Il a été tué par balle. Et si je veux vous parler de Guy Monroe, ce n'est pas tant pour la coïncidence chronologique, la Toussaint rouge, que pour la portée symbolique. Et cette portée symbolique, elle m'a été expliquée par mon ami Boualem Sansal, le grand écrivain francophone, algérien, et qui m'a dit ceci. Après le meurtre de Samuel Paty, et avant celui de Dominique Bernard, écoutez bien, il m'a dit, le 1er novembre 1954, c'est un jour historique. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cet instant, la brèche est ouverte. C'est la mort d'un instituteur, c'est le début du meurtre des instituteurs, il y en aura d'autres après. C'est la peur qui s'installe, ajoute-t-il, suivez mon regard. Et c'est chacun qui prend, je cite Boualem Sansal, la poudre d'escampette. Or, qu'est-ce qu'on a vu en France? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'à la suite des 2 assassinats de 2 professeurs, la peur s'installe. On a des profs qui ont peur,
qui arrivent en classe avec la peur au ventre, parce qu'ils entendent en eux le petit murmure « on va te faire une Samuel Paty ». Et donc, ils pratiquent la démitude d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'autocensure. Et donc, on a un enseignement tronqué, un enseignement qui est un demi-enseignement, un enseignement qui est censuré, un enseignement halal, et qui ne fait plus sa part, la part belle à la France, à son histoire et à son légendaire. En d'autres termes, si vous me passez le néologisme, la Toussaint rouge, nous sommes peut-être, nous, en train de la vivre à notre manière, au ralenti, mais la Toussaint rouge, qu'est-ce qu'elle prépare? Le djihad civilisationnel. On va parler, Philippe de Villiers, dans un instant de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. L'occasion avant cela de revenir sur un passage de votre livre Mémoricide où vous évoquez le Maroc, où vous parlez de vos relations et de vos échanges avec le roi Hassan II, monarque, je le rappelle, de 1961 à 1999, monarque que vous avez bien connu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces échanges avec Hassan II? Alors en fait, quand j'étais président du Conseil général de la Vendée, nous avions décidé avec Dominique Souchet, ambassadeur Dominique Souchet, garçon extrêmement brillant, de mener des coopérations avec un certain nombre de pays. Et le pays que nous avions choisi en premier, c'était le Maroc. Et les ministres du Maroc, qui étaient venus chez nous, nous avaient dit « on a besoin de quelque chose que vous savez, dont vous avez l'expertise. C'est tous les métiers de l'eau et de l'environnement. » Et donc je suis allé là-bas pour la première pierre, pour poser la première pierre d'un institut des métiers de l'eau, pour former des techniciens de la gestion de l'eau. Et tout à coup, Alexandre de Maranche, grand patron de l'espionnage français, un homme extraordinaire, m'appelle et me dit « vous êtes reçu par le roi dans 2 heures ». Bon. Il fallait un costume sombre, etc. Je n'avais pas de costume sombre, donc il m'a passé un de ces costumes et il mesurait 2 mètres. Donc j'arrivais avec un truc. On aurait dû Yacine Bellatar. Au jogging. Il y a des baskets également. Bon. Et là, en fait, on est resté très, très, très longtemps. Et là, on a scellé une relation d'amitié. Alors, d'abord, un homme. J'ai rarement vu quelqu'un parler un français aussi châtié, aussi fleuri, aussi nuancé. Et on a balayé plein de sujets. Alors, j'en citerai 3 simplement. Le premier, c'est le premier sujet qui m'a surpris. Il me dit « Pourquoi vous n'aimez pas Lyautey ?» Je dis, mais attendez, mais moi j'aime Lyautey. Non, mais je sais vous, mais les élites françaises n'aiment pas Lyautey. Je dis, mais sans doute à cause du colonialisme. Il dit, ah non, ne prononcez pas ce mot-là. Lyautey, c'est pas le colonialisme. Lyautey, c'est la colonisation. C'est très différent. Lyautey est un colonisateur qui est tombé amoureux du colonisé. Nous, les Marocains, on aime Lyautey. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, je le considérais comme un vieil oncle. J'ai dansé sur ses genoux à Toray, en Lorraine, chez lui. Et je me souviens très bien, quand il est mort, mon père en larmes, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit « Le maréchal est mort ». Là, il y avait un moment d'émotion extraordinaire, parce que moi, fils de soldat, pour moi, Lyautey, c'est le grand soldat. Et puis il m'a dit « Mais c'est pas pour ça que je voulais vous voir. Je voulais vous voir. Merci pour ce que vous faites sur l'eau, mais il y a plus important, il y a le traité de Maastricht. On est en pleine campagne, vous êtes en pleine campagne avec Philippe Séguin et Charles Pasqua. Vous savez que je suis votre campagne. On était en juin 1992, et le référendum, c'était le 25 septembre. Je crois. Et il me dit, ce traité est une erreur majeure, parce qu'il va déclasser la France et il va perdre l'Europe. Pourquoi ? Parce que, c'est lui qui parle, le centre de gravité de l'Europe va se déplacer vers l'islam des terres sans soleil, c'est-à-dire l'Allemagne, vers le monde anglo-saxon et finalement vers l'Amérique, ajoute-t-il. Or, cette dérive nordique de la France
va l'éloigner de son histoire originelle et de sa parenté affective. Quel dommage, quel dommage. Il s'arrête. Je dis pourquoi, quel dommage? Il dit parce que je rêvais d'une Mare Nostrum, la Méditerranée, qui fut une zone d'équilibre, une sorte de lac de Tibériade autour duquel les fils d'Abraham eussent trouvé des points d'harmonie et en même temps prévenu les grandes transhumances de la détresse et de l'envie. Et puis le troisième sujet, en partant, il me dit « Vos hommes politiques sont fous ». Je dis « Pourquoi vous dites ça ?» Parce que cette histoire d'intégration, on n'en veut pas. Quand bien même ils le voudraient, les Marocains musulmans ne le pourraient pas. Et là, en me raccompagnant, il me dit ne cherchez pas à nous imposer de dissoudre notre identité comme vous avez entrepris de dissoudre la vôtre. Philippe de Villiers, on est en 1992. Oui. Eh bien, un an plus tard, il est interviewé par Anne Sinclair. Et écoutez ce qu'il disait. Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. On aurait pu imaginer que le discours du roi Hassan II ne soit pas le même en coulisses que devant les caméras. Ah ben, je retrouve tel que je l'ai entendu. Et ça me fait penser, vous savez, le livre de Sonia Mabrouk sur la décroisade. Mmh. Et quelle n'est pas la surprise des Européens, des Français, qui arrivent dans les pays du Maghreb et qui trouvent des chefs d'État, qui trouvent des hommes politiques, qui trouvent des interlocuteurs qui leur disent « maintenant vous allez vous assimiler hein. ». Parce que le principe de l'assimilation, il n'existe plus chez vous, mais il existe chez nous. En d'autres termes, un pays qui ne cherche plus à assimiler, assimiler, ça veut dire faire de l'autre un autre soi. Un pays qui ne cherche plus à assimiler, c'est ce qu'a voulu dire le roi Hassan II. Il est condamné à sortir de l'histoire. Parlons de cette visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, la première depuis 6 ans. 3 jours durant pour renouer un lien avec le Maroc qui s'était distendu et au fil des années sous la présidence d'Emmanuel Macron. Visite aux conséquences économiques importantes puisque plusieurs contrats ont été signés à hauteur de 10 milliards d'euros. Philippe de Villiers, le voyage d'Emmanuel Macron renvoie-t-il, selon vous, un signe positif ? Alors, dans l'immédiat, on peut dire oui, parce que on a reconnu enfin le Sahara occidental. Mais quand on a un peu d'expérience et de mauvais esprit, c'est-à-dire on voit derrière le salon de la diplomatie ce qui se cache derrière les fauteuils. Je dirais qu'en fait, c'est une embardée heureuse, mais c'est une embardée dont Emmanuel Macron a le secret. En effet, pendant 7 ans, il a fait le bourgeois de Calais devant le président de l'Algérie. On a tout accordé, on a tout accepté, on s'est humilié,
On a expliqué que la colonisation était un crime contre l'humanité. On a déposé des gerbes de fleurs devant le mémorial des martyrs algériens. On a, le 17 octobre 61, on a dit voilà, on avait eu tort. On avait tout le temps tort. On a fait le rapport Stora, la rente mémorielle, etc. On a donné tort à la France, aux Pieds Noirs, aux Harkis, l'armée française. Et puis finalement, eh ben, on a les OQTF. On donne de l'argent, des millions à l'Algérie. Et c'est rien passé, non seulement ça, mais le président de l'Algérie a décommandé à 3 reprises son voyage en France. Et donc, c'est la diplomatie de l'humeur, comme disait Talleyrand. La diplomatie de l'humeur, et Talleyrand disait, c'est très mauvais la diplomatie de l'humeur. La vraie diplomatie, c'est intérêt contre intérêt, c'est la balance de Roberval. Je mets dans un plateau quelque chose et vous mettez dans l'autre plateau, vous, mon interlocuteur, autre chose. Et donc là, en plein mois de juillet, le 30 juillet dernier, il y a quelqu'un qui a raconté ça très bien sur Europe 1, c'est Vincent Herouette, avec son brio habituel. En fait, le 30 juillet dernier, il envoie une lettre au roi du Maroc et il dit « Je reconnais le Sahara occidental ». Et le roi du Maroc dit « Bon, allez, on vous reçoit en grande pompe ». Est-ce qu'il y a une contrepartie? Pour l'instant, on ne la connaît pas. Est-ce que, par exemple, sur le plan de la drogue, puisqu'il y a beaucoup de problèmes de drogue qui viennent du Maroc, est-ce que sur le plan de l'immigration, etc., est-ce qu'il y a une contrepartie? Je ne le sais pas, je ne la vois pas. Et s'il n'y a pas de contrepartie, ça s'appelle une diplomatie du coup de menton, une diplomatie du coup de sang, une diplomatie du coup de tête. Dans ce déplacement, la présence d'un homme a fait polémique, Philippe de Villiers, celle de Yacine Bellatar, un ami du président. Il est franco-marocain, il est humoriste. Il est également condamné pour menace de mort. Dont il est aussi, lui, reproché une certaine proximité avec le CCIF, proximité qui n'est plus à démontrer. Et sa présence dans la délégation française a heurté beaucoup de Français ainsi que de Franco-Marocains. Emmanuel Macron, lui, a considéré cette affaire anecdotique. Écoutez le chef de l'État. Et je ne ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on regarde. Je suis fasciné, vous avez un pays et des compatriotes qui disent c'est historique, on ouvre un chantier nouveau. Et donc je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, est-ce que c'est anecdotique comme dit le président ou est-ce qu'au contraire c'est très symbolique? Oui, alors c'est très symbolique. Pourquoi? Parce que selon les règles les plus anciennes de la diplomatie, la délégation dans sa composition même est un signe qu'on envoie au monde entier. Et un signe qu'on envoie aux Français et un signe qu'on envoie au Maroc. Et donc là, la présence représentative dans la représentation de la France, dans la délégation de la France de Yacine Bellatar, elle a un sens. Ça veut dire en fait, on dit au Maroc et on dit aux Français, voilà la nouvelle France communautarisée. Voilà, c'est un bout de la France, c'est un bout représentatif, parce qu'une délégation, c'est une miniature. Et donc l'avion est une miniature de ce qu'est la France aujourd'hui. Donc on a envoyé dans la miniature le sieur Bellatar. Deuxièmement, vous venez de le rappeler, c'est un repris de justice. Donc dans l'avion, aux côtés du ministre de la Justice, il y avait un repris de justice. C'est peut-être pas très indiqué. Un repris de justice, on le met de côté, mais on ne le met pas au premier plan. En plus, c'est un faux comique et un vrai militant, donc proche des crypto-islamistes. Et puis enfin, il y a une chose qui n'a pas été notée, pas assez notée, c'est l'uniforme décolonial. C'est-à-dire le jogging et les baskets, parce que pour les décoloniaux, la cravate est un signe de masculinité toxique. Alors, il était obligé de mettre une cravate pour le dîner, mais sa tenue était une tenue de militantisme décolonial. Alors, en fait, Emmanuel Macron envoie un signal hautement symbolique, parce qu'on se souvient, pour ceux qui ont un peu de mémoire, de 2 moments où est intervenu Yacine Bellatar. Le premier, c'était le 22 mai 2018 avec M. Borloo, et échange de rapports. Borloo rend son rapport au président de la République sur les banlieues.
et le président lui dit que deux mâles blancs échangent des rapports entre eux alors qu'ils ne vivent pas dans les quartiers, ça ne marche plus comme ça. C'est-à-dire, ça veut dire on n'est plus chez nous, quoi. C'est-à-dire que deux blancs ne peuvent pas parler des quartiers, deux blancs français ne peuvent pas parler des quartiers parce qu'on n'a pas l'aptitude pour parler des quartiers. Incroyable. Et le deuxième moment, c'est le 10 novembre 2023, quand il va voir les conseillers mémoire de l'Élysée et les conseillers mémoricides, et il leur dit, voilà, il ne faut pas aller à la manif parce qu'il faut préserver l'unité du pays tout entier. Alors moi, je vais vous dire, vous connaissez la phrase, on va faire une devinette, avec les téléspectateurs en même temps. Qui a dit « Dis-moi qui est ton conseiller, ton mémorialiste, et je te dirai quel prince tu es ». Saint-Aignan. Oui, gagné. Et donc, en fait, si on revient un tout petit peu en arrière et qu'on fait la comparaison entre Macron et ses prédécesseurs, Clovis a eu comme mémorialiste Grégoire de Tours, quand même. Saint-Louis a eu Joinville, pas mal. Alors, plus près de nous, Louis XIV a eu Saint-Simon, Napoléon a eu Lascaz, et enfin, De Gaulle a eu Malraux. Eh bien, l'histoire retiendra que Emmanuel Macron a choisi comme mémorialiste, comme conseiller, un comique, Yacine Bellatar. Ainsi va le cours de la vie dans notre pays décadent. Je vous ai un peu surpris en découvrant la devinette aussi rapidement. Je savais que vous aviez l'esprit rapide, mais je ne savais pas qu'il était à ce point éclectique. Philippe de Villiers, dans son discours au Parlement européen, et on reste sur cette visite d'État, Emmanuel Macron a évoqué de manière très positive une période de l'histoire, la période Al-Andalus, période de 711 à 1492, durant laquelle la péninsule ibérique était sous domination musulmane. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'est une séquence qui n'a été absolument pas commentée par les chaînes d'information, par exemple. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Mais parce que nos poètes même l'ont placé au cœur de nos imaginaires. Geoffroy Lejeune. Alors vous connaissez bien Tolède, vous connaissez bien la Castille, vous avez même fait un puits fou là-bas. Et cette phrase vous a fait sursauter. Pourquoi ? Notre imaginaire, c'est extraordinaire. Alors d'abord, je vous félicite, parce que c'est vous qui avez levé le lièvre. Oui, vous êtes le premier à l'avoir fait. Bon. Et tous les ministres, après, ont dit quel beau discours, le président de la République, etc. Alors pourquoi ça m'a fait sursauter ? Parce que Al-Andalus, c'est un poncif, c'est un mythe. C'est le mythe de l'Espagne des trois cultures qui aurait vécu dans l'harmonie, en bonne intelligence, pendant toute la période de l'occupation musulmane. Ce mythe, il porte un nom, la convivencia, c'est-à-dire la convivence, le vivre ensemble en fait. Et ce mythe, il vise à imposer une vision irénique de la colonisation musulmane de l'Espagne par les populations arabo-berbères. En réalité, moi qui connais bien l'Espagne, qui connais bien la Castille, qui connais très bien Tolède, je peux vous raconter les choses. Alors d'abord, il y a eu une conquête. En 711, du dénommé Tariq, il est arrivé sur le Tage. Il a pris la muraille de Tolède, il s'est installé à Tolède. Et après, les troupes ont remonté jusqu'à Poitiers, 732, Charles Martel. S'il n'y avait pas eu Charles Martel, on serait aujourd'hui musulmans.
Ça échappe à l'entendement du président de la République. Et à partir de là, a commencé la Reconquista. 1085, Alphonse, le roi d'Espagne, Alphonse VI, libère Tolède. Puis, 1212, le grand-père de Saint-Louis, Alphonse VIII, gagne la bataille, la fameuse bataille de Las Navas de Tolosa. Quand vous allez en Espagne, la bataille de Las Navas, tout le monde connaît. Et puis il y a évidemment la bataille de Grenade, donc 1492. Donc pendant 7 siècles, l'Espagne est occupée. Et la conquête, c'est une conquête féroce, violente, sanglante. Avec des périodes de calme parfois, mais la ligne est sanglante. Et pendant cette occupation, qu'est-ce qui se passe? À Tolède, par exemple. Je peux vous parler de Tolède. L'architecture, elle est belle, mais c'est l'architecture mozarabe, c'est l'architecture imposée par les occupants. Il y a un véritable apartheid, une discrimination. Les juifs et les chrétiens sont des dhimmis. Ils ont un statut de demi-citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont interdiction de monter à cheval, interdiction de porter des armes. Ils payent un impôt qui s'appelle le jizya. Et ils ne peuvent pas être fonctionnaires. Il y a des métiers qu'ils ne peuvent pas remplir. Et de temps en temps, il y a la lapidation, les pogroms pour les juifs, la castration, l'esclavage. Bon, ça se passe mal. Et ça se passe tellement mal qu'Isabelle la catholique libère l'Espagne, mais il faut 7 siècles. Et ça sera la même chose de l'autre côté, du côté de l'Europe centrale, 7 siècles aussi, jusqu'au traité d'Andrianople, depuis Manzikert. En d'autres termes, quand le djihad s'installe, et on ne peut pas leur en vouloir, ce sont des conquérants. C'est une religion de conquête. Ça dure 7 siècles. 7 siècles d'occupation. Avis aux amateurs. Parlons. Attendez, j'ajoute quelque chose. Pardonnez-moi, Philippe. C'est qu'aujourd'hui, il y a un groupe djihadiste qui s'appelle Al-Andalus. Et Daesh se réclame de Al-Andalus. Regardez les textes de propagande de Daesh, le passé glorieux, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, là? Il a envoyé un signal aux banlieues françaises. Il a envoyé un signal à la France tout entière. Al-Andalus, c'était un terreau d'échange. En d'autres termes, la colonisation musulmane a été bénéfique. Donc il y a 2 types de colonisation pour Emmanuel Macron. Il y a la colonisation qui est maléfique, c'est celle de la France au Maghreb, un crime contre l'humanité, mais par contre il y a une colonisation bénéfique, ils viennent de dire, c'est Al-Andalus, c'est-à-dire quand c'est une colonisation musulmane, suivez mon regard, à ce moment-là c'est bénéfique. Donc c'est irresponsable, c'est contraire historiquement à la réalité historique, et c'est surtout extrêmement dangereux comme message, parce que c'était un message de propagande, de l'apologie de l'invasion musulmane. Continuons de parler d'Emmanuel Macron. Un chiffre, ce chiffre est vertigineux, puisque la cote de confiance du président de la République est tombée à 17%, selon le baromètre Verian Epoca pour le Figaro Magazine. C'est du jamais vu sous l'ère Macron. Jusqu'où Emmanuel Macron va chuter dans les sondages? Geoffroy Lejeune. Et maintenant qu'on a contemplé cette chute libre, comment voyez-vous son avenir à Emmanuel Macron? Je pense que les Français lui font 2 reproches. Le premier, d'avoir abîmé les institutions avec une dissolution qui nous conduit à l'impasse. On le verra tous les jours davantage. C'est-à-dire le pays n'est plus gouvernable, il n'est plus gouverné. Et d'avoir abîmé la France. Il a abîmé l'État régalien, il a supprimé le corps préfectoral et le corps diplomatique, c'est-à-dire les 2 poutres maîtresses de la souveraineté interne et de la souveraineté externe. Ça ne dit rien aux citoyens français de base, mais moi ça me parle. Quand il n'y a plus les poutres maîtresses, les murs s'effondrent. Ensuite, il a touché à la société, c'est-à-dire il a trituré la société, il a touché à la vie, à la mort.
à la transmission, à la filiation. Et il est faustien et prométhéen, c'est-à-dire il joue avec le feu, comme Prométhée, il joue avec la vie, comme Faust. C'est l'oubris. Sicut Dei Eritis, vous serez comme des dieux. C'est un joueur. Et puis enfin, il a touché à la nation. Il a abîmé la nation avec ce fantasme de souveraineté européenne qui ne nous permet plus aujourd'hui de faire face à nos problèmes de sécurité et à nos problèmes budgétaires. Je pense que Emmanuel Macron ne finira pas son mandat. Et je pense que la chute probable et prochaine du gouvernement Barnier l'entraînera. Il n'y a plus de solution. Parlons des élections américaines. Ce qu'on appelait chez les Romains l'odium plebis. Quand Néron souffre de l'odium plebis, il n'y a plus de solution. Parlons des élections américaines à présent, Philippe de Villiers. Vous qui aimez le Tour de France, Kamala Harris et Donald Trump viennent de passer la flamme rouge. Je le dis aux téléspectateurs, la flamme rouge dans le Tour de France, c'est le dernier kilomètre. Et plus on avance, plus c'est violent. Je vous propose d'écouter cette semaine Joe Biden qui a insulté les sympathisants de Donald Trump en les qualifiant d'ordures. Écoutez. L'autre jour, un orateur lors d'un meeting de Donald Trump a qualifié Porto Rico d'île flottante remplie d'ordures. Permettez-moi de vous dire une chose, je connais les portoricains de chez moi, dans mon état du Delaware. Ce sont des gens bons, décents et honorables. Les seules ordures que je vois circuler, c'est les supporters de Trump. Sa diabolisation des latinos est inadmissible et anti-américaine. C'est totalement contraire à tout ce que nous avons fait, à tout ce que nous avons été. Et en réponse aux propos de Joe Biden, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait, Philippe de Villiers? On va découvrir la séquence de ce gilet orange, pardonnez-moi, sur les épaules. Il s'est mis en scène dans un camion poubelle ce mercredi, dans l'état du Wisconsin. Alors, quel regard vous portez sur cette dernière ligne droite des élections américaines, Philippe de Villiers? La situation de l'Amérique, elle est grave, parce que nous sommes devant un clivage idéologique et sociologique, l'un recouvrant l'autre. Le clivage sociologique, on le voit là. Vous avez, on retrouve la phrase de Mme Clinton sur les déplorables. Donc là, il y a les déplorables, les déchets, il y a les déclassés, la Iran Belt, tous ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la globalisation, tout le petit peuple américain qui n'en peut plus. Et puis, de l'autre côté, il y a les oligarchies des deux côtes. Il y a un très bon papier dans le JD News de Mathieu Bocoté, remarquable. Et donc, les oligarchies, les minorités, le wokisme, etc. Et en fait, le clivage idéologique, c'est d'un côté les populistes, nationalistes, conservateurs, et de l'autre côté, les progressistes, mondialistes et diversitaires. Voilà les deux Amériques. Est-ce qu'elles sont réconciliables? Je ne le sais pas. Comment va se passer l'élection? On ne peut pas le dire. La presse a choisi. La question qu'il faudrait se poser, nous, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour la France? Je pense que pour la France, le mieux, c'est que l'OTAN soit renvoyée à ses chères études et que l'Europe soit enfin indépendante, parce que dans une Europe indépendante, la France pèsera de tout son poids parce que c'est la seule puissance nucléaire. Philippe de Villiers, mardi matin, nous étions sur ce plateau. C'était rare pour le souligner, mais c'est pour la sortie de votre livre Mémoricide dans l'heure des pros mardi matin. Alors on a échangé pendant une trentaine de minutes, mais il y a une question que j'ai oublié, je n'ai pas eu le temps de vous poser du moins, et c'est dans une séquence de votre livre, parce que vous vous livrez, et on vous découvre un peu plus dans Mémoricide. Et il y a une formule qui m'a surpris, vous dites « Je suis un boomer, un beurre,
un Beauquin et je ne reconnais plus ma France. Alors, la question, c'est pourquoi vous ne reconnaissez plus votre France, vous, le boomer, le beurre, le Beauquin? Alors d'abord, je vais expliquer ce que j'ai voulu dire. Bah oui, peut-être, oui. Les 3 B. Alors, je suis un boomer, c'est-à-dire que je suis un enfant des premiers néons clignotants que vous n'avez pas connus. J'ai vécu mon enfance dans les prospérités des 30 Glorieuses. J'ai été transistorisé, comme on disait à l'époque, à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire que j'étais l'oreille collée au poste. J'écoutais Jacques Doris-Vic sur Europe 1, qui parlait de Raymond Coppa, et j'écoutais Félix Lévitan, qui racontait comment Faustocopie s'était envolé dans l'Isoard, comment Anquetil avait eu sa défaillance dans le col d'Envalera, et comment, à Super-Bagnères, que le Tour de France va retrouver cette année, l'aigle de Tolède s'est envolé. Et j'écoutais, en faisant des petits travaux chez moi, à la demande de ma maman, j'écoutais Maurice Bureau tous les jours. Il y avait une émission extraordinaire le matin avec Anne Pérez. Et Anne Pérez, elle lisait les réclames. Et d'une voix fluette et chantante. Et je me souviens d'une pub extraordinaire. Les femmes me pardonneront, mais je ne sais pas si la marque existe encore. Écoutez-moi bien. Oula. Anne Pérez. Être fraîche, c'est facile. Le rester, c'est printile. Extraordinaire. Et donc je suis un boomer, voilà. Mais je pensais que cette prospérité allait durer. Malheureusement, elle n'a pas duré. Après, je suis un beurre. Un boomer et un beurre, parce que, en fait, mon père était lorrain, ma mère était catalane, donc je suis vendéen par le droit du sol, par le jus soli. Je suis le fruit d'une intégration réussie. Et mon père a épousé ma mère parce qu'il était militaire et qu'il a rejoint Delattre un jour chez lui en Vendée, là où il a connu ma mère, et ils se sont installés en Vendée pour que leurs enfants soient enracinés. Donc je suis un beurre, et donc ça doit donner de l'espoir à ceux qui veulent s'assimiler. Moi, j'étais un fils de Lorrain de Catalane, assimilé, et devenu un vrai Vendéen, je pense. Voilà. Mais pas tout à fait quand même, parce que je suis un Beauquin qui vit avec une cicatrice ouverte. Ma première langue a disparu. Ma première langue, c'était le patois. Le patois, c'était un art de dire, un art de vivre, un art de pleurer, un art de se taire, un art d'apprivoiser l'ultime. Et on m'a volé ma langue, elle a disparu. Et donc, je suis... Voilà. Et en fait, ma France, elle a disparu parce qu'elle était fondée sur 2 principes que je ne voyais pas à l'époque, mais que je vois maintenant avec le recul. Le premier, c'est le pouvoir qui s'est désincarné, qui s'est dilué, qui s'est éloigné. Vous voyez, le pouvoir du maire est parti à la communauté de communes, un échelon bureaucratique et anonyme. Le pouvoir du département est parti à la région, un échelon labyrinthique et tout aussi bureaucratique. Puis le pouvoir de l'État est parti à Bruxelles, si bien que le pouvoir est nulle part. Voilà. Et l'entraide, c'est en fait, c'est aux noces, autour de la table de batterie, il y avait les cousins et le voisin. Le voisin était près du cousin, le voisin était presque un cousin, le voisin était un cousin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une loi commune, c'était l'entraide. Et quand un malheureux glissait au fossé, la main qui venait vers lui, c'était la main du voisin, du parent, etc. C'était pas la sécurité sociale, c'était pas l'administration. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait là ? On a fait une société dans laquelle il y a un hybride, le solidaire-solitaire. On a fait une société de solidaire-solitaire, c'est-à-dire qu'on a fait du social avec du mental, c'est-à-dire qu'en fait, la socialisation du risque a désocialisé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société de la déliaison. Tout est délié. Le boomer, le beurre, le Beauquin qui ne reconnaît plus sa France. Philippe, vous avez commencé cette émission par des heures sombres de notre histoire, à savoir la Toussaint Rouge. Terminons par un message d'espérance, en nous plongeant dans l'importance de la fête de la Toussaint ou la fête du silence éternel. C'est à vous. Hier soir, je pensais à vous, à cette journée de la Toussaint, parce que normalement, on aurait dû s'arrêter pour la Toussaint, mais on a voulu honorer
nos amis, les téléspectateurs, toujours aussi nombreux. Et je relisais la lettre au général X de Saint-Exupéry, écrite un soir de Toussaint. Les mots sont forts, écoutez. Je hais mon époque de toutes mes forces. L'homme, il meurt de soif. Il y a un seul problème. Un seul problème de par le monde. Rendre aux hommes leur signification spirituelle. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Comme c'est bien dit. Loin du monde immonde, des citrouilles, des sorcières et des bonbons acidulés d'Halloween. On entre dans l'abbatiale, chant grégorien. Il y a les moines dans la pénombre qui rejoignent leur stalle parmi les cierges mourants. De matine accomplie, du jour qui se lève à la nuit qui tombe. C'est tout le parcours de la lumière que les moines accompagnent de jour en jour, d'année en année, de saison en saison, avant d'être ensépulturés, à même la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La Toussaint est leur fête, la solitude, le silence, leur destin, leur choix. L'ordinaire de ces hommes dépouillés les porte à une forme de charité nouvelle. Ils ont choisi de se retirer du monde pour le sauver, pour psalmodier l'aube à venir. Et quand monte le chant grégorien, sous le triforium, c'est un gémissement primordial et doux. Le visiteur de l'abbatiale ralentit son pas et il écoute, il s'abandonne. Il est soudain un petit enfant qui n'a plus peur. Il pousse, il repousse les portes du mystère. Et derrière les portes du mystère, il y a un jardin de tempérance qui est préparé, cultivé par les moines de l'époque mérovingienne. Ce jardin, c'est la France. Ils l'ont illuminée, recouverte d'un tissu historié d'écoles, de maladreries, de maisons-dieu. Ces hommes qui sont dépossédés d'eux-mêmes par l'appel qu'ils ont reçu dans leur cœur, ces hommes qui, par le choix des vœux éternels qui fut le leur, et qui ont tout perdu jusqu'à leur prénom de baptême pour sauver leur âme, ces hommes, en fait, lorsqu'ils parlent, ne font que chanter. Leur locution, leur seule locution du jour, c'est un hymne. La fraternité monastique les porte à devenir des pèlerins sous serment éphémères. La vie monastique est une conspiration de charité. Ils sont les derniers croisés de la foi jurée. Et je pense souvent, et je pense de plus en plus par les temps qui courent, que les monastères, quand monte la plainte ultime en cet instant, les monastères sont sans doute, sont probablement les derniers refuges du mystère français. Un grand merci Philippe de Villiers. Merci à vous Geoffroy Lejeune. Merci. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.